je m'en vais très rapidement faire une overview, comme l'a demandé le secrétaire général, sur les projets en cours actuellement en Mauritanie, avant de s'atteler au sujet d'aujourd'hui, qui est celui de GTA. Donc la Mauritanie dispose de deux bassins sédimentaires, donc un bassin offshore partagé avec quatre autres pays, le bassin MSGBC, donc entre la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie et les deux Guinées, Bissau et Conakry, mais également du bassin de Taouzini, qui est le plus grand bassin intracratonique d'Afrique, qui fait 1,5 million de km², dont 500 000 km² en Mauritanie, je pense un peu moins de 100 000 en Algérie et 1 million de km² à l'est vers le Mali. Alors, l'exploration a débuté au début des années 60 en Mauritanie, au niveau du bassin côtier. Jusqu'ici, plus de 110 000 km² de sismique 3D ont été acquis, aux environs de 105 000 km² de sismique 2D, aux alentours de 90 forages réalisés dans 45 forages d'exploration, une douzaine de découvertes d'huile et de gaz. Alors la première découverte a été faite en 2001 par Woodside Energy, compagnie australienne qui est présente ici et qui opère, je pense, Sangomar. Et donc le champ a produit de 2006 à 2017. Et puis, donc il y a une série d'autres découvertes, Banda, TV, La Bedna, Walata, etc. Et puis, en 2013, donc, est arrivée Cosmos Energy, une middle size américaine. Et j'étais parmi l'équipe qui a travaillé sur la maturation, si vous voulez, des leads et prospects du bloc C8. Ont été faites les découvertes. Donc c'était en 2014. Je me rappelle à l'époque, sortait d'une déception le puits Tapandar, foré par Tullow, sur lequel on fondait de grands espoirs. Et donc on était à Dallas pour la modélisation géochimique au niveau du bloc C8. Et le modèle était très très optimiste, tellement d'ailleurs que se disait est-ce que ça allait réellement se concrétiser sur le terrain. En 2015, le rig a foré Tortue 1 et effectivement a découvert le champ GTA. Le même rig de forage est parti remonter 60 km au nord, toujours dans le bloc C8, a foré Marsouin, qui est aujourd'hui Birala, avec bien entendu Orca. Et ce même rig de forage est redescendu au sud et avec le forage de Gumbel, a confirmé l'extension au sud du réservoir de GTA. Donc c'est ça en fait le début de l'histoire de GTA. Donc je pense que je vais passer la parole à mon collègue Papa Samba, qui va également, je pense, se présenter et dire des mots. Merci beaucoup. Et bonjour à tous. Et un plaisir en tout cas de participer, on va dire, à ce forum, ce premier forum économique Sénégal-Mauritanie, et qui, comme le disait le secrétaire général, en tout cas, vient à point nommé. Et c'est avec plaisir que nous accueillons nos frères et sœurs de la Mauritanie chez eux. Et c'est toujours, en tout cas, avec cet état d'esprit que le projet GTA, je pense qu'il y a un pont entre les deux pays. C'est avec cet état d'esprit que ce projet continue son parcours. Et c'est vraiment un success story, je pense, sur lequel les deux pays peuvent s'appuyer aujourd'hui dans la continuité des relations séculaires que les pays et les populations entretiennent. Donc, je m'appelle Papa Sambaba, donc je suis le directeur des hydrocarbures au niveau du ministère de l'énergie, du pétrole et des mines du Sénégal. Et comme le présentait tantôt mon frère Chamsidine, le Sénégal, en plus du projet GTA qui a été ouvert à la frontière entre les deux pays, dispose également d'une autre première découverte, à savoir Sangomar, qui est un projet pétrolier dont la découverte date de 2014 et qui, 10 ans après, donc en juin dernier en tout cas, est en production.
en tout cas au travail acharné de plusieurs équipes, à la fois de Petrosen, de Woodside, mais également des différentes entités. Et actuellement, on est à 100 000 de production. Et c'est d'ici, en tout cas, le quatrième trimestre, on aura en tout cas le plaisir de démarrer également avec la Mauritanie, donc le projet GTA, donc, dont le first gaz est attendu donc, dans les semaines à venir. Donc, tout ensemble, je pense que ces ressources pétrolières et gazières, en tout cas, constituent à la fois un avantage certain pour nos pays, du point de vue en tout cas de l'accélération de leur émergence économique et de leur industrialisation. C'est un des thèmes, on va dire, de ce forum-là. Mais au-delà également du fait en tout cas des relations et des économies d'échelle qu'on peut gagner, avoir un projet comme GTA à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie constitue en tout cas un ciment entre les deux nations, entre les deux économies, entre les deux secteurs privés, entre les deux administrations. Nous avons en tout cas pas mal de chantiers et pas mal de ponts à bâtir. Et c'est en cela en tout cas que, dans ces axes en tout cas que les équipes travaillent tous les jours. Donc pour aller plus dans le détail, nous avions une présentation. Peut-être si on peut avoir les slides à l'écran. Pour vous aller présenter en tout cas aujourd'hui comment le projet GTA peut constituer un levier, on va dire, pour pouvoir transformer énergétiquement et industriellement nos deux économies. Donc la présentation est structurée d'abord sur un rapide survol du projet GTA, notamment dans ses composantes. Ensuite, nous ferons on peut passer à la slide suivante sur le sommaire, s'il vous plaît. Donc ensuite, après le projet GTA, nous verrons en tout cas les stratégies mises en place par chaque pays par rapport, on va dire, au développement économique, notamment par rapport à la monétisation. Et ensuite, on parlera des aspects de renforcement de capacité et des contenus locaux, donc qui sont des aspects très importants, on va dire, de ce projet-là. Donc, EG, avec votre autorisation, on peut laisser donc Shamsidine enchaîner sur la partie GTA et on continue après. Merci. La slide suivante, s'il vous plaît. La slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous voyez ici les 4 composantes du projet GTA. En fait, il s'agit d'une découverte qui a été faite à peu près 120 km au droit de la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal. Il s'agit d'un champ en ultra deep, plus de 2800 mètres de profondeur d'eau. Donc c'est des sables du Crétacé, des sondes. Et donc ce champ est opéré par un FPSO qui est situé à 80 km donc, à l'est de ce champ. Et donc cet FPSO a pour rôle essentiel donc, le pré-traitement du gaz, à savoir la déshydratation et puis la séparation avec les condensats et certaines impuretés. Ensuite, ce gaz est acheminé via gazoduc, donc via des pipes jusqu'au FLNG, qui est donc la troisième composante du projet, dont le rôle est la liquéfaction, donc par cryogénie, et donc le gaz est porté à moins de 160 degrés pour être liquéfié. Donc, il est réduit à peu près 600 fois pour être ensuite exporté à travers des méthaniers. Bien entendu, le FLNG est supporté et protégé par un hub. Donc ce hub en fait est constitué ici par un breakwater ou un brise-lame qui fait à peu près plus d'un kilomètre. Donc on en parlera tout à l'heure. Donc vous pouvez passer à la slide suivante. Voilà. Vous voyez ici que du côté du champ, c'est le champ le plus profond d'Afrique de l'Ouest actuellement. Et il y a plus de 81 km d'ombilicaux, 81 000 mètres d'ombilicaux. Et en fait, c'est tous les câblages, si vous voulez. Plus de 310 km de pipe. Et puis, au niveau du FPSO, le FPSO est à peu près
c'est la taille de 2 terrains de football. Et il fait une hauteur à peu près de 31 mètres pour une longueur de 270, une largeur de 54 mètres. Il fait à peu près la hauteur d'un immeuble de 10 étages, vraiment géant. Donc, il comporte 8 modules de traitement. Ils vont traiter à peu près 500 millions de scaf par jour. Et donc, ce FPSO, donc, après ce pré-traitement du gaz, il sera acheminé vers donc, le Gimi de Golar, c'est l'FLNJ, qui fait à peu près plus de 290 mètres de longueur. Il fait 18 000 tonnes de topside et il y a une capacité de stockage de 125 000 mètres cubes. Pour ce qui est du hub, les caissons et donc le soubassement, c'est un projet réellement réalisé par Eiffage où les caissons ont été réalisés ici au niveau du port de Dakar. C'est des caissons géants qui font plus de 16 000 tonnes. Et pour ce qui est de l'enrochement, il a été prélevé au niveau de la carrière de Hajar al-Dakhna, à 120 km au nord de Nouakchott, c'est du granit. Donc ce sont là les composantes, donc les 4 composantes de ce projet. Et je dirais que le FPSO dont j'avais parlé tout à l'heure, il fait quand même plus de 80 000 tonnes d'acier. Hein. Donc il est vraiment géant. Donc sur ce, Papa Samba, vous allez nous dire la suite par rapport au First Gaz, également par rapport au First Cargo. Excellent. Donc, un projet d'envergure mondiale. Hein. Aujourd'hui, vous voyez ces différentes composantes et chaque composante constitue un défi à lui tout seul. Hein. 2850 mètres de profondeur, 3 km hein, donc au fond de la mer, avant d'atteindre en tout cas le fond de la mer pour pouvoir faire les forages. Les FPSO, mastodontes, FLNG, les hubs notamment pour pouvoir aujourd'hui faire abriter toutes ces installations et c'est là où en tout cas les méthaniers seront derrière chargés pour pouvoir être exportés. Donc un défi aujourd'hui avance, aujourd'hui on est à 97%, si on peut voir la slide suivante s'il vous plaît, à 97% de taux de progression à fin août. Donc, ceci, on va dire, sur ces différentes composantes, notamment sur la dernière que vous voyez en bas à votre droite, c'est au niveau du FLNG. Donc, c'est l'unité en tout cas qui est chargée de faire la liquéfaction. C'est une unité qui est prête et qui est en stade de mise en service, donc avec les démarrages et les tests qui sont en train d'être menés donc à 10 km en tout cas des côtes sénégalo-mauritaniennes à la frontière. Au niveau du FPSO également, donc c'est la photo que vous voyez, la deuxième en partant du haut, donc avec les dimensions très importantes mentionnées tantôt. Donc ce FPSO aujourd'hui est en cours de test avec les différentes composantes et son démarrage aujourd'hui qui marquera en tout cas le first gaz est prévu donc dans les semaines à venir, dans le cours en tout cas du 4e trimestre. Et la conjonction, on va dire, de ces différentes composantes permettra de commencer, on va dire, à la fois l'extraction du gaz à partir des puits, son traitement au niveau du FPSO et la liquéfaction au niveau de l'unité donc située donc au niveau du hub que j'ai mentionné tantôt. Et la première cargaison, en tout cas, est attendue donc au cours du premier trimestre 2025 et qui permettra vraiment de marquer aujourd'hui l'entrée des 2 pays dans le marché gazier au niveau international. Donc, c'est encore quelques défis à réaliser, mais en tout cas, l'association composée de BP, Cosmos, mais surtout de SMH et de Petrosen, aujourd'hui travaille d'art avec les différentes administrations pour pouvoir réaliser ça. Merci. Merci bien, Papa Samba. Je dirais que l'objectif donc pour cette première phase, de la production de 2,3 millions de tonnes par an, pour un objectif ultime lors de la 3e phase de 10 millions de tonnes par an.
ça c'est donc ce qui est donc prévu pour la production au niveau du champ donc GTA. Là donc on passe un peu, si vous voulez, aux stratégies de développement de chacun des deux pays par rapport justement à la stratégie globale de développement tracée par chaque pays et ses déclinaisons en termes au niveau du secteur énergétique. Alors, en Mauritanie, le gouvernement a adopté la SCAP, la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Donc, depuis suite à l'achèvement de ce qu'on appelle le CSLP, le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté qui s'est achevé en 2015. Donc, depuis 2016, pour à peu près 15 ans, de 2016 à 2030, donc cette stratégie a été adoptée et elle repose sur 3 axes principaux. D'abord, la promotion, comme vous le voyez, d'une croissance forte, durable et inclusive. Ensuite, développement du capital humain, très important. Et l'accès aux services de base, aux services sociaux. Et puis le renforcement de la bonne gouvernance, si vous voulez, dans toutes ces dimensions et dans tous les domaines de la vie nationale. Dans le domaine particulier du secteur de l'énergie qui nous intéresse aujourd'hui, qui est un élément clé, il s'agit en fait d'assurer l'accès à une énergie abordable et un faible coût et fiable pour toute la population d'ici 2030. Je pense que c'est l'objectif principal de l'État et dans le cadre justement de cette SCAP. Et pour ce qui est donc de cette stratégie, elle peut être déclinée à peu près en 3 étapes. Première étape qui consiste à la mise en place d'un hub, donc avec cette première phase de GDA. Comme vous le savez, la Mauritanie, avec pays frères, le Sénégal, aujourd'hui sont avec ce gisement de classe mondiale GTA, plus de 25 TCF. Donc les deux pays entrent dans le club des pays producteurs de gaz et en plus des ressources propres gazières à chaque pays. Chacun en fait devient hub aujourd'hui. Et la Mauritanie, en plus de GTA, avec Bir Allah notamment, devient un véritable hub gazier avec ce qu'on appelle le South Mauritania Gas Hub. Et donc ça, c'est un peu la première étape, c'est la mise en place de ce hub. Deuxième étape, c'est le développement, si vous voulez, du secteur d'électricité très important. Gas to Power faisant partie des principaux objectifs de l'État mauritanien pour mettre l'électricité et l'énergie électrique à la disposition de tous les citoyens, parce que c'est élémentaire, si vous voulez, pour le développement. Ensuite, la promotion de nos énergies renouvelables dans le cadre de la transition énergétique, comme vous le savez. Aujourd'hui, c'est une donne avec laquelle tout État est obligé, si vous voulez, de s'acclimater et de s'adapter. Notamment, la Mauritanie dispose de ressources importantes en énergie renouvelable. Aujourd'hui, on en est à peu près à 50% de mix énergétique avec du renouvelable. Et l'introduction de ce gaz également dans l'industrie est un objectif à moyen terme et dans une seconde étape. Dans une troisième étape, la diversification de l'économie qui est très importante parce qu'il ne faut pas qu'on dépende d'un seul secteur, le secteur extractif qui est un secteur, comme vous le savez, fluctuant, et donc diversifier l'économie à partir des revenus tirés justement de nos ressources naturelles, aussi bien d'ailleurs gazières que pétrolières que minières. Et comme vous le voyez ici, l'hydrogène vert, pour lequel la Mauritanie est le premier pays au monde à avoir adopté un code les semaines passées. Et c'est très important parce que nous avons un potentiel aujourd'hui qui nous place au top dans le ranking des pays à très fort potentiel en hydrogène vert. Et surtout que c'est un pays qui est très vaste, plus d'1 million 30 000 km², avec une population de moins de 5 millions d'habitants.
donc une densité faible par kilomètre carré, donc de grands espaces inhabités, beaucoup de vent, d'ensoleillement, et ce qui fait que finalement, donc nous avons toutes les... Vous revenez à la slide précédente, s'il vous plaît. Nous avons, si vous voulez, tous les atouts donc pour développer l'hydrogène vert, mais également l'hydrogène bleu, parce que là, on est dans un contexte gazier. Cela fait partie des objectifs, et vous verrez tout à l'heure dans le Gaz Master Plan que cela fait partie des options de monétisation. Cela, bien entendu, en utilisant non seulement les sources gazières de GTA, mais également les autres sources gazières dont disposent les pays comme Banda, comme Birala notamment. Papa Samba. Merci beaucoup. Et donc, juste quelques mots donc, sur la stratégie, en tout cas, développée au niveau du Sénégal. Donc, dans la même veine que ce que vient de présenter donc Chamseddine. Donc, si on peut voir la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, le Sénégal a mis en place un schéma directeur pétrole et gaz, donc un master plan donc, pour la valorisation des ressources pétrolières et gazières. Et ce schéma directeur, on va dire, s'articule autour de 3 axes principalement. Le premier, c'est le gas to power. Donc, comment faire en tout cas pour que le gaz puisse servir, on va dire, à baisser le coût de l'électricité. Donc, en switchant en tout cas notre mix électrique aujourd'hui basé principalement sur le heavy fuel oil vers donc, le gaz naturel. Donc avec la conversion des centrales, mais également aujourd'hui le développement de nouvelles centrales au gaz. Donc notamment celle de Cap des Biches, mais celle également prévue au niveau du Nord pour pouvoir traiter notamment le gaz de GTA. Le deuxième axe, c'est un axe qui s'appelle Gas to Industry. Donc, comment, en tout cas, s'appuyant sur ces ressources pétrolières et gazières, développer toute une chaîne de valeur industrielle pour maximisant les synergies que ces ressources peuvent avoir avec d'autres ressources naturelles, notamment les minerais, les phosphates. Et ceci est à la base notamment d'un des projets phares consistant à produire en tout cas de l'engrais à partir du gaz, mais surtout de l'engrais à haute valeur ajoutée, en mixant à la fois le gaz naturel, mais également le phosphate dont dispose le Sénégal, de manière à faire des engrais de type NPK qui sont aujourd'hui très recherchés sur le marché à la fois régional, mais également international, avec des perspectives d'exportation au niveau des grands marchés internationaux. Le dernier axe, c'est l'exportation du GNL. Donc, en plus, donc, les 2 premiers, c'est vraiment fondé sur le développement du marché gazier local. Le dernier axe, c'est surtout voir comment s'appuyer sur ces ressources-là pour pouvoir exporter, alimenter le marché international et donc constituer avec le Sénégal, avec la Mauritanie notamment, un hub ouest-africain de GNL au même titre que les grands hubs que nous connaissons aujourd'hui, comme le Qatar, qui exporte beaucoup de gaz. Mais on a en tout cas des ressources à échelle réduite naturellement, mais des ressources pour pouvoir aujourd'hui constituer un hub important dans le cadre du GNL. On va passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, schématiser, en tout cas, ça donne ceci, c'est faire de l'énergie un socle pour le développement économique, pour atteindre l'accès universel, donc, sur lesquels le Sénégal, en tout cas, mise beaucoup par rapport à l'accès universel avec l'extension des réseaux gaziers, des réseaux électriques et la construction des réseaux gaziers, mais également l'incorporation des énergies renouvelables dont l'objectif du Sénégal est d'être à 40%. Donc le mix optimal en tout cas étant un mix composé de gaz et de renouvelables à hauteur de 40-60%. Et du côté industriel, donc c'est un effet catalytique en tout cas qui est recherché par rapport au secteur stratégique comme l'agriculture. Quand on parlait des engrais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est l'idée en tout cas, c'est d'intensifier l'utilisation des engrais dans ces secteurs d'activité et derrière de pouvoir doper en tout cas notre production agricole. Et de la même manière, aujourd'hui, ayant un coût d'énergie faible, permettra en tout cas aujourd'hui d'avoir nos entreprises qui soient plus compétitives du point de vue en tout cas de la baisse de leur charge. Et c'est pareil par rapport au secteur minier pour lesquels disposer d'une énergie en tout cas
bon marché et suffisante, on va dire, permettra aujourd'hui de pouvoir construire localement, on va dire, les unités aujourd'hui de transformation et de valorisation de ces minerais au lieu d'exploiter ça à l'état brut. Donc on passe à la slide suivante, donc, qui aura, on va dire, aux stratégies liées aux monétisation spécifiques au projet G. Donc on va accélérer. Alors, donc vous voyez ici donc après avoir un peu décliné la stratégie un peu de développement, donc suivi par la Mauritanie, nous avons ici le cas spécifique donc du gaz avec les options de monétisation. Comme vous le savez, le gaz de GTA est essentiellement destiné donc à la liquéfaction à l'export, donc le GNL, le gaz naturel liquide, mais également une partie du gaz donc sera destinée aux deux pays, donc c'est ce qu'on appelle le gaz domestique. Alors la Mauritanie a mené une étude donc pour savoir quelles étaient les options de monétisation de ce gaz, donc ce qu'on appelle le gaz master plan, et vous voyez que plusieurs options ont été donc mises en évidence, plus d'une vingtaine, essentiellement pour bien entendu en plus du GNL qui est clair, le gas to power, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, donc les deux pays s'orientent vers la production d'énergie électrique donc à bon marché à partir des ressources gazières dont ils disposent, mais également le gas to mine, parce que la Mauritanie est un très grand pays minier. D'ailleurs, historiquement, donc, nous avons toujours été un pays minier. La SNIM étant la principale société de production des mines de fer, à partir des mines de Zouairat. Et la production est aux alentours de 14 millions de tonnes par an exportées. Et l'objectif étant d'atteindre même 40. Donc il y a des milliards, si vous voulez, de tonnes de fer au nord de la Mauritanie. Et de très riches, de très bonne qualité d'air, que ce soit l'hématite aquardite ou la magnétite aquardite. Et l'objectif donc pour la SNIM, c'est justement de non plus seulement d'exporter le fer à l'état minerai, mais également de le transformer en acier. Je pense que c'est beaucoup plus valorisant et ça apporte beaucoup plus pour l'économie mauritanienne. Et là, donc, le gaz, justement, parce que, comme vous le savez, l'un des grands problèmes de cette sidérurgie, c'est l'énergie. Parce que, donc, le fer, comme vous le savez, à l'état minerai, n'est pas stable. Il faut le transformer en acier. Donc, l'industrie intermédiaire, c'était donc la sidérurgie liée au fourneau. Je pense qu'il y a très peu de pays en Afrique qui disposent d'une industrie sidérurgique à cause, justement, du coût énergétique, transformer le fer en acier. Mais avec le gaz et la technologie de DRI, donc ce problème va être résolu. Et donc c'est l'un des objectifs également. Mais également le gaz pour l'industrie de manière générale, avec, comme l'avait d'ailleurs souligné Pape Samba pour le cas du Sénégal, l'industrie du phosphate, parce que nous avons également donc un gisement très important de phosphate au sud à Bofal-Loubeira. Ainsi que d'autres occurrences qui seront justement, dont l'industrie de transformation, justement, avec l'arrivée du gaz, sera mise en place. Mais également, il y a le méthanol. Il y a énormément d'applications que vous voyez ici, et parmi lesquelles, évidemment, l'hydrogène, qui est l'un des objectifs majeurs. Et notamment ici, c'est le cas de l'hydrogène bleu, parce que l'hydrogène vert, c'est fait donc à partir d'énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, comme nous l'avons marqué ici, la Mauritanie dispose vraiment de ressources gazières donc de premier plan qui lui permettent d'être un acteur important donc de l'industrie du gaz naturel, tout comme d'ailleurs nos frères du Sénégal qui sont exactement dans la même configuration. Donc la slide suivante, s'il vous plaît. Et ici, je vais aller très vite parce qu'on nous demande d'accélérer.
vous avez la feuille de route, la roadmap, si vous voulez, issue de cette étude. Donc, comme vous le voyez, donc, elle s'étale jusqu'à l'horizon 2045. Donc, avec comme objectif donc, la pelletisation du fer, c'est des agrégats, plus bien entendu des steel plants, c'est-à-dire des unités de fabrication d'acier. Donc, le ciment également étant très important pour l'économie et pour le développement, parce que c'est le BTP qui est un secteur extrêmement important. Donc, avec la fabrication des clinkers, va bénéficier justement parce que l'un des freins pour le développement de cette industrie, en tout cas dans notre pays, c'est l'énergie, évidemment. C'est un problème partout en Afrique d'ailleurs. Et donc, on ira jusqu'à l'horizon 2045 avec l'objectif des unités de fabrication de méthanol, de nitrogène, de fertilisants, désalinisation, etc. Donc, c'est donc un peu l'objectif et la feuille de route qui est donc issue de cette étude qui a été menée pour justement savoir quelles étaient les options de valorisation et de monétisation de ce gaz domestique dont disposera le pays. Merci. Très rapidement, du côté du Sénégal, si on peut, la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, le master plan, en tout cas, comme je disais, c'est trois axes que je vous mentionnais tantôt. Le premier, les projets qui sont identifiés consistent d'abord à approvisionner le marché local, produire de l'électricité, donc, comment déjà, coût abordable et en quantité suffisante. Et donc, doper notamment les industries stratégiques, l'industrie, l'ammoniac, notamment pour les parties, comment ça s'appelle, engrais, donc pour pouvoir alimenter le marché intérieur et international. Mais derrière, voilà, il y a toute la partie liquéfaction et approvisionnement du marché international en GNL. Donc, ceci constitue en tout cas la feuille de route qui est actuellement en cours de déclinaison à travers les différentes entités opérationnelles que sont la Petrosen, comment ça s'appelle, RGS, mais également Sénélec et les autres entités de l'État, la SAR notamment sur le volet pétrole. Donc on passe à la slide suivante. Donc, et ceci s'articule autour en tout cas d'un réseau gazier qui va aujourd'hui permettre de structurer en tout cas le développement pétrolier et gazier du Sénégal. Donc, et ce réseau gazier est composé de plusieurs segments avec des priorités différentes. Actuellement, la priorité en tout cas est mise sur les segments quittant GTA et alimentant la centrale au niveau du nord du Sénégal, donc la centrale de Nder Énergie, qui aura pour but en tout cas voilà, de contribuer très rapidement par rapport à cette baisse, on va dire, du coût de l'électricité et à la mise en œuvre de la stratégie Gas to Power. Les autres segments également sont, toutes les études sont terminées avec justement le positionnement d'une ville industrielle sur la côte nord de manière à pouvoir maximiser les synergies liées, on va dire, à la monétisation du pétrole et du gaz, donc au niveau de ces sites-là, et vraiment pouvoir faire un bon mix entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Donc, je pense qu'on peut faire s'en arrêter là et puis passer en tout cas aux deux derniers slides très rapidement liés au principe de capacity building et de contenu local. La slide d'avant, s'il vous plaît. Voilà. Non. La slide d'avant. Alors, effectivement, très rapidement, on va essayer de vous décliner ici un peu la stratégie et la politique en matière de renforcement des capacités. Parce que comme vous le savez, si il n'y a pas d'experts, de cadres, d'ingénieurs, de financiers, de spécialistes en droit pétrolier, gazier, etc., il s'agira uniquement, si vous voulez, d'économie rentière qui, je pense, ce n'est pas l'objectif de nos pays, parce que sur ces ressources, on compte bâtir vraiment et investir dans le long terme, en investissant notamment dans le capital humain, parce que c'est le seul capital réellement, c'est la seule richesse pérenne qui se transmet de génération en génération
et qui permet en réalité de générer de la prospérité. Alors, les deux pays donc, ont cette stratégie, si vous voulez, de développer le capital humain de manière à s'approprier leurs ressources parce que, bien entendu, actuellement, au stade actuel, nous n'avons peut-être pas les moyens financiers et toute l'infrastructure et tout le capital humain pour exploiter nos ressources. Mais cela est un objectif des deux États parce que, comme vous le voyez ici, des cas comme le Brésil ou comme la Malaisie sont de véritables success stories. Le Brésil, avec Petrobras, qui est devenu l'une des plus grandes sociétés pétrolières au monde, et c'est une société nationale, c'est une NOC, National Company, a commencé par des services pétroliers. Et aujourd'hui, ils se sont quasiment parmi les meilleurs dans l'exploitation des champs ultra deep, un offshore très profond. Et cela est important pour nous parce que, comme vous le savez, dans le cadre de ce qu'on appelle les analogues, donc de l'autre côté de la marge conjuguée, la marge atlantique, nous avons quasiment les mêmes plays parce que c'était donc ce qu'on appelle la Pangée avec l'Eurasia et le Gondwana. Et du côté donc de la marge atlantique, donc ouest, vous avez où on trouve les mêmes plays quasiment, on retrouve le Miocène, on retrouve le Crétacé, etc., dans des bassins comme Campos ou Santos. Et cela doit nous amener justement à poursuivre cet effort d'exploration, parce que c'est comme ça que cela fonctionne, c'est par le principe des analogues. Et vous avez également le cas de la Malaisie, où le Petronas, qui est pratiquement le même nom que Petrobras, elle aussi est un géant. D'ailleurs, ils opéraient le champ de Chinguitti dans le bassin côtier donc mauritanien. Et c'est également un géant aujourd'hui mondial et qui a commencé par quelques dizaines d'employés pour devenir aujourd'hui un emblème, un symbole de la Malaisie avec les fameuses Twin Towers, comme vous le savez. Et tout cela passe évidemment par la formation, par le training. Et donc les deux pays ont comme stratégie donc de créer des instituts, des écoles spécialisées. Donc il y a, je pense, l'INPG au Sénégal. Il y a l'école polytechnique donc à Nouakchott avec une filière mine, pétrole, gaz et donc des relations avec des instituts spécialisés internationaux comme l'IFP et autres pour la formation post-graduate. Et il y a également des filières spécialisées au niveau de l'université avec des licences professionnelles, des masters spécialisés dans le domaine. Tout ça, c'est pour justement avoir des ressources humaines qui demain prendront en charge nos ressources parce que nous ne pourrons compter que sur nos propres ressources humaines pour nous développer. Donc, ce renforcement de capacité, slide suivant s'il vous plaît, constitue le premier socle en tout cas de ce qu'on appelle le contenu local, parce que c'est à travers vraiment l'intégration aujourd'hui des Sénégalais et des Mauritaniens dans ces projets-là que je pense qu'on tirera le maximum de valeur ajoutée dans nos économies, un maximum de retombées socio-économiques. Et de façon beaucoup plus globale, en plus de cette renforcement de capacité, donc le contenu local est un axe fort et très important sur lesquels les en tout cas ont misé et continuent en tout cas à être très vigilants, de manière en tout cas à pouvoir aujourd'hui maximiser l'implication des personnes morales, physiques et physiques, on va dire, dans ces économies-là, donc au Sénégal-Mauritanienne, et en, comment dire, en encourageant vraiment les joint ventures entre les sociétés mauritaniennes et sénégalaises. Donc, quand on parle de contenu local, spécifiquement sur le projet Sangomar, là, on est dans un contenu local, on va dire, sénégalais. Mais là, typiquement, c'est la nouveauté, et ce qui est très intéressant, c'est vraiment que les associations entre les sociétés sénégalo-mauritaniennes sont vivement encouragées à aujourd'hui
unir leurs forces et prendre les marchés, prendre les opportunités qui se dégagent tout au long de la chaîne de valeur, que ce soit dans les services, que ce soit comment dirais-je, dans les services techniques, opérationnels, juridiques, au niveau financier également, et de manière aujourd'hui à pouvoir aujourd'hui s'imposer face aux différentes compagnies étrangères qui sont là. Et ceci fait l'objet, on va dire, d'un cadre réglementaire. Quand je disais tantôt qu'il y a des intégrations entre les administrations, entre les secteurs privés, entre les administrations, notamment disposer d'un acte additionnel, d'une convention qui régit le contenu local à appliquer, on va dire, au niveau de ce projet et qui soit adopté au même titre que l'accord de coopération inter-État, donc qui est le cadre fondamental qui a permis cette utilisation, au même titre qu'on dispose en tout cas d'une loi commune entre les deux pour faire du contenu local sur le Sénégal et la Mauritanie, et en distinguant des secteurs privilégiés, exclusivement réservés aux sociétés sénégalaises et mauritaniennes, et d'autres qui seront en tout cas dans des régimes mixtes, donc où pourront compétir les sociétés sénégalaises et mauritaniennes avec les sociétés étrangères. Et sur les derniers segments, c'est les segments en tout cas très techniques ou très en tout cas compliqués, sur lesquels nos acteurs n'ont pas encore la compétence ou le savoir-faire, mais qui devront travailler, les sociétés étrangères devront travailler de manière à pouvoir capaciter, on va dire, ces sociétés-là pour pouvoir leur permettre de monter en compétence. Donc c'est autant de défis, autant de chantiers, on va dire, sur lesquels les deux pays travaillent de manière à maximiser vraiment les retombées socio-économiques, avec un accent fort sur les capacités building, donc l'implication des personnes, la formation des Mauritaniens et des Sénégalais, l'accompagnement, je pense que les contenus locaux pourront revenir là-dessus, l'accompagnement en tout cas des entreprises à travers les secrétariats techniques, notamment côté sénégalais, mais l'équivalent également côté mauritanien, des sociétés pour pouvoir disposer des certifications et de toute la documentation nécessaire en tout cas pour être qualifié à ces sociétés. Donc voilà, je pense que les éléments en tout cas contextuels que nous souhaitons vous présenter, mais tout ceci marque le principe sur lequel se fondent les États, de faire de GTA une source d'intégration, on va dire, pour renforcer la relation séculaire entre les deux pays. Merci bien. Donc, apparemment, vous revenez, s'il vous plaît, sur cette slide. Apparemment, sur cette slide, je vois qu'il y a le dernier paragraphe qui a été masqué un peu, mais c'est pas grave, je pense que Papa Samba a résumé l'essentiel. Passez donc à la slide conclusion, s'il vous plaît. Donc, voilà, en guise de conclusion, comme l'a dit Papa Samba, mon collègue, l'un des objectifs importants de ce projet, c'est l'intégration économique entre les deux pays frères. Étant donné les liens séculaires, les liens géographiques, les liens sociaux, les liens culturels qui unissent ces deux peuples frères. Et justement, parmi les répercussions positives de GTA, c'est justement le fait que les entreprises, les opérateurs économiques de part et d'autre puissent saisir les opportunités d'investissement dans chacun des pays. Cela est très important. Il faut que l'on voit des entreprises mauritaniennes investir au Sénégal et des entreprises sénégalaises investir justement en Mauritanie. Là, je pense que ce sera très important parce que c'est le secteur privé, comme vous le savez, qui tire l'économie. Et donc, justement, ces opportunités doivent être saisies pour justement permettre une intégration économique grâce à ce projet GTA. Intégration économique, bien entendu, qui est déjà largement matérialisée par d'autres secteurs, comme le secteur de la pêche, le secteur de l'élevage avec le cheptel, l'OMVS, etc. Donc, je pense que les discours d'hier
ici faits par les différents ministres ont clairement donc identifié et décrit tous les secteurs d'intégration donc de l'économie des deux pays. Et donc GTA justement peut permettre cela. Et comme le disait également Prof Samba, au risque d'être redondant, c'est le fait que nous encourageons fortement les joint ventures, c'est-à-dire les associations entre donc sociétés, entre fournisseurs, entre champions locaux, pour justement avoir capté une partie des contrats de GTA qui sont très très importants. On n'en a pas capté beaucoup durant la phase donc développement, encore moins pendant la phase exploration. Et cela est dû au fait que c'est des industries un peu nouvelles pour nos pays respectifs. Et mais durant la phase de production qui commence donc dans quelques semaines, il est essentiel qu'il y ait plus d'implication de sociétés locales. Et pour se hisser aux standards techniques, financiers et HSE surtout, ça c'est très important parce qu'en industrie pétrolière, il n'y a pas que l'aspect technique et financier qui compte, il y a également l'aspect HSE. Il faut se porter au niveau des requirements, au niveau des standards de l'industrie. Et je pense que cela est largement possible. On a déjà des entreprises, des sociétés qui sont à ce niveau. Il est essentiel justement qu'elles puissent s'intégrer les unes aux autres. Et puis nous allons travailler dans le sens d'avoir certains contrats exclusifs justement pour les sociétés nationales. Pensons que tout ce qui est scope qui peut être réalisé localement par des fournisseurs locaux doit être réservé aux fournisseurs locaux qui évidemment en termes d'expérience, en termes sont un peu, bien entendu, ne sont pas encore au niveau de ces multinationales de l'industrie et des services pétroliers qui sont là, qui compétissent, qui sont partout. Et là, donc, c'est une manière, si vous voulez, de créer de la richesse, de créer des emplois au niveau de nos pays respectifs. Merci beaucoup, Shamseddine et Papa Samba pour cette belle présentation. Vous voyez la manière dont ils se sont partagés la présentation. C'est de cette même manière que ce projet est développé entre les deux pays. Et c'est vraiment encourageant et nous les félicitons. Et Inch'Allah, espérons que ce First Gaz va arriver bientôt et dans la paix et pour l'intérêt de nos deux pays. Donc je pense qu'on va passer à la deuxième partie de ce panel qui parle du contenu local avec Mohamed Abdallah Oubliaya et Tahir Ndiaye. Nous allons parler du renforcement de l'apport des secteurs privés nationaux par la promotion du contenu local. Parce que tout ceci, c'est très bien d'avoir des projets d'envergure internationale, mais il faut aussi que de manière concrète, qu'on puisse quantifier et qu'on puisse voir le dividende, en tout cas pour les secteurs privés sénégalo-mauritaniens. Donc, quels seraient vraiment les dividendes que pourraient tirer nos deux secteurs privés dans le cadre du développement de ces projets pétroliers et gaziers. Nous allons commencer avec M. Diagne. Bonjour tout le monde. Chers participants, distingués invités, nous allons embrayer sur nos prédécesseurs, à savoir Pape Sambaba, Shamseddine, sur leur brillante présentation. Et la partie qui nous intéresse, c'est là où ils ont terminé sur la partie contenu local. Je me présente d'abord, je suis M. Tahirou Diagne. Je suis un ingénieur polytechnicien de Thiès. J'ai fait 30 ans dans le groupe CSE. Je suis le directeur général de la CISMAR, mais aussi le directeur général de Exen.
ex-ancien directeur général à partir de cette année 2024. Et auparavant, j'étais jusqu'en 2022 aussi directeur général en parallèle de la société Polytech pour le démarrer dans la fabrication des tuyaux PVC et polyéthylène. Il s'agit de quoi ici? Donc Exen, c'est une société du groupe CSE parce que tout ce qu'on a présenté, d'accord, mais qu'est-ce que doit faire le secteur privé national? Et avant de continuer, je dois dire que dans la foulée de la logique de cette présentation, nous le faisons en duo avec la société Moriloc, représentée ici par son directeur général, parce que Yahya, c'est son PDG, il n'est pas là, c'est son directeur général Mohamedou Abeid qui est là. Donc nous sommes en train de le faire en duo dans la suite de ce qui se passe depuis hier. C'est avec un immense honneur que je me tiens devant vous dans le cadre de ce forum essentiellement consacré à l'intégration économique à l'heure de cette transition énergétique, en mettant particulièrement l'accent sur la contribution des secteurs privés du Sénégal et de la Mauritanie. Donc, avant de continuer, c'est pour dire que nous, on est en phase de joint venture entre nos deux sociétés. Avant même, donc, c'est pratiquement le forum, on était déjà dans cette lancée de joint venture. Et ce qui a été émis ici, on va y revenir. Donc, je parle d'abord du contenu local. Exen, les présentations, on va les faire à la fin. Présentation de Moriloc et de Exen, on va les faire à la fin en duo. Mais au départ, je présente la première partie. Donc, le contenu local, ce n'est pas un simple concept. C'est une véritable opportunité de développement durable pour nos économies. En favorisant les ressources, les compétences, les savoir-faire locaux, nous devons nous engager à créer une chaîne de valeur robuste qui bénéficie à nos entreprises, nos travailleurs et nos communautés. J'avance et je fais toujours des digressions. Exen a été créé entre 2020 et 2021. Moriloc a été créé, je crois, depuis 2014, entre 2013 et 2014. Donc, pour dire la vérité, sur certains points, Moriloc, société mauritanienne, ils sont vraiment en avance sur nous, sur la plupart des points. Donc, Exen a été créé. Donc, je prends la suite de mes prédécesseurs qui ont déjà bien travaillé. Donc, le contenu local en une phrase, c'est l'ensemble des retombées directes et indirectes dans l'économie nationale attendue des activités extractives par les entreprises locales, en plus des paiements des taxes et des revenus perçus par l'État. Mais ce contenu local doit surmonter des défis. C'est l'accès au financement, c'est la formation, la mise à niveau de nos sociétés, parce que c'est une activité nouvelle chez nous. Il faut qu'on l'accepte et qu'on essaie au fur et à mesure et au fur des expériences de se mettre à niveau pour que, éventuellement, à terme, occuper l'ensemble des niveaux de sous-traitance jusqu'au niveau 1. Donc, ce ne sera pas une mince affaire, mais il faut que nos deux pays le réussissent. Sinon, on ne peut pas se contenter des dividendes qui sont reçus par les États. Donc, l'essentiel de ce qu'on doit capter dans ce secteur se fera via, normalement, nos entreprises. Exen, présentement, travaille pour Technip dans le cadre du projet GTA et avec ses sous-traitants, dont Alpha Marine, Alpha Mobility et Archipel. Donc, c'est dire que le contenu local, ça va être une chaîne de valeur. Donc, depuis les niveaux jusqu'au plus bas. C'est à ce niveau seulement qu'on peut capter l'essentiel et que ce contenu local est une importance capitale, même sur le plan social. Indépendamment de tout, je donne une petite digression. Moi, je suis un guindarien, donc vraiment un pêcheur de naissance type. Et je connais ce qui se passe dans notre zone. C'est-à-dire que, qu'on le dise ou pas, l'installation des installations pétrolières perturbe aussi l'activité de nos parents. Ça les perturbe.
Mais en contrepartie, s'il y avait une activité qui compense et qui canalise les jeunes sur d'autres activités de formation, de marins, de soudeurs qualifiés, etc., qui les occupent et qui compense la perte sur ce qu'ils avaient au niveau de la pêche, mais là, ça allait amoindrir pas mal de problèmes. Donc, pour dire que le contenu local, finalement, mais il est extrêmement important pour la stabilité de nos sociétés, parce que cette activité, on ne sait pas encore, peut faire d'énormes perturbations. Mais sur ce type de contenu local, j'ai entendu dire aussi par mes prédécesseurs sur la synergie et l'intégration des deux contenus du Sénégal et de la Mauritanie. Pourquoi? Parce que déjà, pour qu'on puisse vraiment travailler en synergie, il faut vraiment qu'on puisse aller s'installer en Mauritanie, travailler correctement, et que les sociétés mauritaniennes puissent venir s'installer ici et qu'on puisse travailler ensuite ensemble. Mais pour ça, il faut, je pense, une harmonisation et une mise à niveau de ce qu'on appelle le contenu local de chaque entité. Mais prenons un petit exemple. Il y a le corridor Sénégal-Mauritanie. Ce n'est pas évident pour faire transporter directement du Sénégal du matériel ou des marchandises directement vers la Mauritanie. Ça, c'est un fait sur le terrain qui pose un problème. Il y a la mutualisation peut-être des ressources humaines, des formations, la mutualisation de certains investissements. Donc il y a un travail en synergie qui doit se faire sur l'harmonisation peut-être des conventions collectives sur le personnel pour harmoniser et qu'on aille vers pratiquement un contenu local harmonisé entre les deux pays qui nous permettait d'évoluer correctement et librement entre les deux pays dans ce secteur, puisqu'on se partage déjà un projet GTA. Il faut vraiment qu'on aille vers une intégration. Et là, ça doit se faire à un niveau vraiment étatique. Donc, Exen et Moriloc, donc, comme j'ai dit, on y travaille à fond sur cette joint aventure-là. Donc, il faut encourager les entreprises mauritaniennes et sénégalaises à collaborer, à échanger, à des savoir-faire, à développer des projets conjoints pour créer plus de valeur, consolider les acquis. En multipliant les initiatives communes, nous bâtissons un tissu économique solide et non seulement nous répondons au niveau des réalités sociales, au niveau de nos deux pays. Les perspectives d'avenir, pour concrétiser cette ambition, nous devons engager un dialogue fort avec le secteur, les pouvoirs publics et privés. Il est essentiel d'établir un cadre réglementaire favorable à l'investissement local, à simplifier les procédures administratives, d'apporter un soutien financier aux entreprises locales, notamment par les biais de subventions et de prêts, dans la mesure des possibilités des États et en conformité avec leur politique publique. Et que les entreprises soient aidées pour vraiment se mettre à niveau. Parce qu'on connaît les réalités dans le oil and gas, on connaît le HSE, etc. Donc, aider les entreprises. Mais aussi, dans nos États, ouvrir le marché par la levée de certaines concessions. Je suis obligé de le dire. La levée de certaines concessions, de décrets d'exclusivité consacrés au niveau du port dans le cadre des activités logistiques de transit offshore. Je ne vais pas parler des SSP, SOGT, mais il y a certaines conventions quand même qu'il va falloir revoir. Il est également crucial d'accompagner les entreprises dans leur transition vers des pratiques durables. Donc, pour conclure, première conclusion, on invite tous les acteurs du secteur privé, décideurs et partenaires au développement à saisir les opportunités. Ensemble, renforçons notre engagement vers une intégration économique. La transition énergétique n'est pas seulement un défi, mais aussi une occasion de réinventer notre avenir ensemble. Faisons du contenu local un levier puissant pour la croissance inclusive et durable pour nos deux pays. Et sur ce, je passe pour que vous puissiez la parole à mon collègue Mohamed Abdallah Ouliaya. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Mon nom est Mohamed Douabé, je suis le directeur général de Moriloc. Notre président, M. Yaha, n'a pas pu malheureusement venir. Donc je suis là en tandem. Nous avons préparé cette présentation en tandem avec M. Tahir Oudiagne d'Exen et avons participé de manière conjointe, en équipe déjà.
Donc, si vous pouvez passer à la dernière slide directement, on reviendra aux présentations des sociétés après. Donc, dernière diapositive, s'il vous plaît. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Tahirou a déjà, et les intervenants précédents ont déjà pratiquement tout dit sur le contenu local, son importance, l'importance de travailler ensemble, les synergies. Vous avez pu voir que le chemin que la Mauritanie, les stratégies sont similaires en termes d'hydrogène, en termes de gas to power, d'industrie. Le challenge, ce sera de travailler ensemble, de ne pas chacun faire le chemin seul, mais de se concentrer parce que les capitaux sont limités, les ressources humaines sont limitées également, le temps est limité. Et donc, pour faire écho à ce que Tahirou a dit, au niveau des formations, par exemple, Morilog organise des formations en amenant des formateurs internationaux en Mauritanie pour nous-mêmes, nos employés, mais aussi pour d'autres sociétés du domaine, pour faire des certifications HSE, des certifications dans les matières dangereuses, des certifications dans l'oil and gas. Et on le fait tous les quelques mois, 3, 4, 5, 6 mois, c'est la fréquence. En réalité, rien n'empêche d'inviter des Sénégalais qui viendront en Mauritanie lorsqu'on les organise, et inversement, des Mauritaniens qui viendraient lorsqu'Exen ou d'autres organisent ce type de formation. Donc la fréquence n'en serait qu'augmenter, et je parle ici de partage de ressources et de synergie. Pareil pour les différents projets, et je suis sûr que les gouvernements le feront, mais ici je parle au niveau du secteur privé. Alors ce que j'allais simplement dire, pour faire également écho, si vous pouvez revenir à la diapositive, c'est qu'au niveau du contenu local, juste un petit benchmarking qui est tiré de la stratégie contenu local de la Mauritanie. Qu'est-ce qui se passe à travers le monde? Quel est le benchmarking? Qu'ont fait les autres pays? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, globalement, il y a trois modèles ou trois stratégies. La première, c'est celle qui est collaborative, disons celle que le Chili a engagée. En passant, les trois modèles ont chacun connu des succès et des échecs selon la manière dont ils ont été mis en œuvre. Donc, le Chili est un exemple de succès. Le Chili n'a pas légiféré en matière de contenu local. Il a laissé libre cours aux entreprises et aux opérateurs pétroliers, au gouvernement, de s'entendre pour promouvoir le contenu local. Et ils ont connu beaucoup de succès là-dessus. Donc les pays qui sont en vert ont connu des succès. Ceux qui sont en orange sur la carte, c'est mitigé. Et ceux qui sont en rouge, c'est un échec malheureusement. Donc pour ce qui est des autres pays où c'est mitigé, mais qui ont quand même un succès, il y a le Brésil, l'Afrique du Sud, le Kazakhstan. Donc ces pays-là, l'Indonésie en fait partie, ont fait une stratégie avec des réglementations strictes qui imposent des quotas de personnel local, des quotas des quotas qui sont assez stricts, mais qui accompagnent également les entreprises qui ont également un certain pragmatisme. Celles-là ont bien réussi. Je vais revenir plus en détail par la suite à l'exemple de l'Indonésie. Mais juste avant, le troisième modèle, c'est celui de la Tanzanie, malheureusement qui a été un échec et qui a posé un modèle très strict, et donc qui a légiféré par des pénalités, qui est un modèle qui a été beaucoup plus punitif. Et malheureusement, ce modèle a échoué et ils ont dû par la suite revenir là-dessus. Donc là, on parle de situation à 2022. Donc je vais juste venir rapidement au modèle de l'Indonésie qui est entre les deux, donc qui est un modèle qui est réglementaire, mais qui également est pragmatique. Donc l'Indonésie a mis en place des encouragements et des lois. Par contre, par exemple, en 2013, l'Indonésie a essayé d'imposer un embargo sur l'exportation du nickel qu'ils produisent à l'état brut et ont exigé que les entreprises le transforment localement. Le nickel est utilisé pour transformer des batteries, donc ce qui est pertinent dans la transition énergétique. Ça n'a pas marché en 2013. Les entreprises, les investisseurs n'ont pas suivi. L'Indonésie a été pragmatique et est revenue en arrière sur cette première mesure en 2017 et a attendu 2020 pour remettre en place cette mesure. Mais les conditions étaient présentes en 2020. Quelles sont ces conditions? Les infrastructures, des ports, des chemins de fer, le gouvernement les a fait, et des partenaires, les Chinois, qui ont la technologie et qui peuvent transformer le nickel en batterie. Donc l'Indonésie, aujourd'hui, depuis 2023, est le leader dans la production de batteries sur place. Donc toute la chaîne de valeur a été capturée par les Indonésiens. Ce que nous devons faire également pour le fer et pour les autres matières locales que nous avons. Le fer en est une, le fer bleu, mais nous avons également d'autres matières. L'autre exemple que je voulais juste donner, c'est l'exemple de la bauxite que l'Indonésie produit également, mais qu'on a également en Guinée. Donc la tonne de bauxite à l'état brut coûte $65. Mais si elle est transformée en aluminium, ça coûte $2300.
Qu'est-ce que ça demande? Ça demande de l'énergie. Or, l'énergie, ils n'en ont pas en Guinée, mais la Mauritanie et le Sénégal en ont. Donc, au-delà des ressources que nous avons, parfois, des pays comme les pays du Golfe importent des matières premières qu'ils traitent parce qu'ils ont un excédent d'énergie et qu'ils exportent. Donc, il y a beaucoup à faire. GTA est un exemple de collaboration. L'OMVS en a été, mais les opportunités sont énormes. Si la Mauritanie s'industrialise, ce sera également par l'accompagnement du Sénégal, où ça ne se fera pas parce qu'il y a une avance, il y a des avantages que le Sénégal a, que la Mauritanie malheureusement n'a pas. Et inversement, il y a une expérience dans l'oil et gaz que la Mauritanie a, puisque nous avons trouvé du pétrole il y a une vingtaine d'années, que le Sénégal n'a pas. Alors je voudrais juste faire écho à ce que le ministre du pétrole du Sénégal a dit hier, en disant que le poisson sénégalais a fui vers la Mauritanie et que les Sénégalais l'ont suivi, ce que je trouve très intéressant. Moi, j'aimerais juste rappeler qu'il y avait du pétrole en Mauritanie trouvé par Woodside en 2006, que nous avons produit jusqu'à peu près 2017 ou 2018, et qu'il n'y en a plus. Mais récemment, ce pétrole est allé vers le Sénégal. Woodside vient de produire du pétrole à Sangomar. Donc ce que nous avons oublié de vous dire, c'est que nous sommes ici pour suivre le pétrole mauritanien au Sénégal. Donc nous voulons notre pétrole, nous voulons notre contribution à ce pétrole. Voilà. Donc je vous remercie infiniment. Et ce que je voulais juste dire, c'est que les liens entre les deux pays, la Mauritanie et le Sénégal, sont très anciens. Ils sont divers. Et donc, le fait de les mettre en valeur n'est que naturel. C'est l'inverse qui n'est pas normal. Et je pense qu'on vient de commencer un premier pas avec cette initiative et que les perspectives sont énormes. Alors, juste une petite réflexion, une petite piste de réflexion dans le cadre de la transition énergétique. L'Agence internationale d'énergie atomique a dit que pour obtenir les objectifs de carbone zéro d'ici 2050, il faut que le monde produise 6 fois plus de matières premières, toutes matières premières confondues, d'ici 2040. Donc 6 fois plus en 15 ans. Ça veut dire que là, même pour la transition, des pays comme nous et d'autres, les opportunités dans les 10-15 prochaines années sont énormes. Parce que pour produire ça dans 10-15 ans, ça commence maintenant. Ça commence dans 2, 3, 4, 5 ans. Donc voilà, c'est ce que je voulais juste vous dire. Je remercie beaucoup l'opportunité qui nous est donnée. Et je passe le micro peut-être à M. Tahirou Ndiaye pour la conclusion. Oui, donc M. Mohamedou avait tout dit. Donc on y est. Donc je vais peut-être, on a lancé à peu près présenter nos entreprises respectives, ex-NCF si vous voulez, mais sinon avec le temps, il nous presse un peu le temps, on peut quand même vous remercier et vous remettre la parole. Je vous remercie beaucoup. Merci pour ces excellentes présentations et nous espérons en tout cas qu'il y aura de vrais dividendes pour les secteurs privés de nos deux pays dans le cadre de l'exploitation de ce gaz à la frontière sénégalo-mauritanienne. Donc on va passer très rapidement au troisième point avec le docteur Mor Bahoum, qui est le secrétaire technique du comité technique de suivi du contenu local pour le thème sur l'harmonisation réglementaire comme catalyseur d'intégration. Donc monsieur le secrétaire technique, vous avez la parole. Merci beaucoup monsieur le secrétaire général, monsieur le modérateur, chers collègues co-panélistes. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais prendre l'opportunité pour remercier les organisateurs de ce forum pour m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous un certain nombre d'aspects sur l'harmonisation réglementaire en tant que catalyseur d'intégration. On a beaucoup parlé du contenu local, on a beaucoup parlé de l'importance de l'aspect régulatoire dans la mise en œuvre des projets communs entre les deux pays, donc le Sénégal et la Mauritanie. Le projet GTA a été discuté dans ses aspects, disons, techniques, mais également de contenu, de l'opportunité que le secteur privé sénégalo-mauritanien peut capter dans ce processus. Ce n'est pas que le domaine des hydrocarbures, on a parlé du domaine des projets communs dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'énergie, mais également dans le domaine
de la sécurité. Et ce matin, dans les discussions, donc le panel précédent, l'accent a été mis sur l'importance du contenu local, disons, qui devrait permettre aux deux pays, le secteur privé des deux pays, de capter les opportunités dans la chaîne de valeur. Quand on m'a demandé de réfléchir un peu sur l'aspect régulatoire, je dirais que l'aspect régulatoire est, disons, le soubassement de la mise en œuvre de tous ces projets. Parce qu'il faut nécessairement avoir un cadre réglementaire qui est harmonisé, qui définit, encadre et au finish facilite toutes les transactions et tous les projets communs entre les deux pays. Le projet GTA n'a pas échappé à cette dynamique, parce que le préalable de la mise en œuvre même du projet, c'est l'accord inter-État de 2018, ensuite l'accord d'utilisation de 2019, et on a également eu un acte additionnel en 2018 qui réglemente les aspects, qui harmonise les aspects fiscaux et douaniers. Dans mon intervention, je veux revenir sur deux aspects pour montrer, dans le cadre, disons, de la mise en œuvre de projets communs entre deux États, l'importance d'avoir un cadre réglementaire harmonisé, mais également les défis que ça comporte. Hier, dans le panel consacré à l'investissement, le DG de l'APIX a parlé de projets en cours de la révision du Code des investissements au Sénégal. Son homologue, Madame Lam, a également fait partie d'un projet de révision du Code des investissements en Mauritanie. Ces projets, disons, sont importants pour offrir un cadre harmonisé, prévisible dans l'optique, disons, d'assurer l'investissement direct étranger, mais également national. Mais la question qui se pose est de savoir si on veut développer des projets communs, quelle devrait être l'approche régulatoire de sorte qu'il y aurait une harmonisation entre les deux politiques, disons, d'investissement des deux États. Ça, c'est un exemple. Maintenant, je vais revenir spécifiquement sur le projet GTA par rapport au contenu local. Nous en avons beaucoup parlé de l'importance du contenu local, parce qu'au finish, c'est les dividendes captés par les secteurs privés des deux États qui, dans le moyen et long terme, vont réellement représenter ce que les États vont gagner à travers ce projet-là, d'où l'importance du contenu local. Mais la question qui se pose est de savoir comment le matérialiser sur le plan réglementaire. Comment mettre en place des instruments harmonisés entre les deux pays qui puissent permettre au secteur privé des deux pays de capter ces opportunités-là. Vous avez mentionné tout à l'heure que dans la phase d'exploration et de production, les entreprises locales n'ont pas pu, disons, bénéficier d'opportunités du fait de la technicité du domaine. Mais l'un des aspects essentiels également, c'était l'absence, disons, ou bien le déficit d'avoir un cadre réglementaire harmonisé qui définit les obligations des différentes parties relatives au contenu local. Le Sénégal a un cadre réglementaire sur le contenu local, avec un comité national de suivi du contenu local, un secrétariat technique qui, disons, est le bras scientifique, le bras opérationnel du comité, qui a en charge la mise en œuvre des orientations stratégiques du gouvernement en matière de contenu local. C'est un cadre qui est relativement fonctionnel, avec des obligations qui sont mises en place en termes, disons, de préférence nationale pour le recrutement du personnel, qui a les capacités de travailler dans un certain nombre de domaines. Pour toute activité qui peut être réalisée par une entreprise nationale, nous l'avons logé dans ce que Pape Samba a dit, DH, dans un régime mixte qui est réservé exclusivement aux entreprises sénégalaises, dans le régime exclusif. Le régime mixte favorise les joint ventures entre les entreprises nationales et les entreprises internationales, avec un élément important de transfert de technologie. On ne l'a pas mentionné, parce que quand on parle de contenu local également, l'objectif, c'est de faire de sorte que le transfert de technologie soit une réalité. Il y a 3 jours, j'ai fait une visite d'entreprises sénégalaises qui sont actives dans le secteur des hydrocarbures. Et la question que j'aurais posée de savoir
où est-ce que vous voyez dans les 5-10 ans à venir? Est-ce que dans les 5-10 ans à venir, vous serez en mesure, disons, par vous-même, d'exercer ces activités-là que vous êtes en train de faire en joint venture? Donc, le transfert de technologie est un aspect qui est essentiellement important. Maintenant, pour revenir au projet GTA, donc le Sénégal a un cadre réglementaire avec un comité, un secrétariat, avec des obligations qu'elle applique. Ce qui n'est pas le cas, disons, du côté de la Mauritanie, parce que la Mauritanie est dans le processus d'adopter une réglementation sur le contenu local. Et je pense avoir entendu hier que le projet de loi est en cours et ça va être adopté certainement au mois d'octobre. Donc nous avons un projet commun, avec des objectifs communs, avec des intérêts communs, avec, disons, des bénéfices qui peuvent être partagés entre les deux États, d'où l'importance du contenu local, mais avec une réglementation fragmentée. Fragmentée dans le sens où nous avons une législation nationale sur le contenu local du Sénégal, avec une approche nationale des orientations nationales des objectifs bien déterminés, et une législation mauritanienne qui est dans le pipeline, également qui représente une vision politique des objectifs définis. On n'a pas encore de clarté. Donc d'où, disons, quand on parle de contenu local dans le cadre du projet GTA, je dirais qu'on n'a pas encore un cadre réglementaire clair qui définit les obligations de l'opérateur par rapport au contenu local. Et ça va avoir un impact considérable sur le potentiel qu'a le secteur privé pour capter, disons, les opportunités sur toute la chaîne de valeur. Par rapport à, disons, l'emploi local entre, disons, les Sénégalais et les Mauritaniens qui devraient, à compétences égales, pouvoir avoir l'opportunité de travailler sur le projet, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on a cette visibilité-là? Est-ce qu'on a la visibilité sur tous les marchés qui sont passés dans le projet, sur toute la chaîne de valeur? Donc, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Est-ce qu'on a cette visibilité-là? Je dirais pas à 100%. Est-ce que dans le cadre, disons, du transfert de technologie, dans le cadre d'un joint venture entre une entreprise nationale, internationale et une entreprise locale, mauritanienne, sénégalaise ou sénégalo-mauritanienne, est-ce qu'on a des outils juridiques pour avoir un contrôle sur l'effectivité de ce transfert de technologie? Je ne pense pas qu'on ait à ce stade-là ces outils-là. Est-ce qu'on a une politique commune sur le transfert, sur, disons, la capacitation des entreprises qui sont actives dans le projet pour pouvoir monter en puissance? Donc, à l'état actuel, disons, de la réglementation, avec cette fragmentation de la réglementation au niveau des deux États, ça ne donne pas, disons, ça n'accompagne pas sur le plan régulatoire les entreprises sénégalaises pour qu'ils puissent capter toutes ces opportunités-là. Les deux États en sont conscients et des pas sont en train d'être pris, des initiatives sont en train d'être prises pour avoir un contenu local qui est spécifique au projet tel que, disons, dit par l'article 39 de l'accord de coopération interétatique, qui pourrait prendre une forme d'acte additionnel et qui sera un instrument harmonisé qui réglemente, disons, le contenu spécifique dans le cadre du projet. Nous ne l'avons pas encore. D'où la nécessité vraiment dans le cadre je vois la SG me faire signe, dans le cadre du projet, vraiment d'avoir cette approche harmonisée dans la réglementation du contenu local, en se focalisant d'abord déjà sur le renforcement des instruments au niveau des deux États, c'est un aspect qui est important, mais également au niveau étatique, faire de sorte qu'on ait un acte additionnel sur le contenu local qui est applicable spécifiquement au projet et qui définit de manière claire, disons, les droits et obligations de toutes les parties prenantes. Donc voilà quelques réflexions que je voulais partager avec vous sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur le secrétaire technique. Nous allons donner la parole donc à Ismaël Abdel Fattah, donc toujours sur cette question du contenu local, mais j'aimerais aussi l'entendre sur la monétisation du gaz, vu son expérience, qu'il nous donne aussi quelques inputs sur ça, avant de passer la parole après à monsieur Hassala. Merci. Bismillah. La Mauritanie est
Sénégal sont des pays qui ont des liens historiques forts au service d'une coopération durable entre les deux pays. Ce sont aussi des nations qui partagent une vision de partenariat de très longue date. Géographique tout au long du fleuve, en plus d'une coopération diplomatique depuis l'indépendance. On doit savoir que notre première capitale était ici au Sénégal. Donc notre coopération ne date pas des indépendances, elle date bien avant les indépendances. Allô, allô, ça va mieux? Cette coopération aussi, allô, cette coopération est aussi exemplaire et matérialisée par l'OMVS. Elle est aussi exemplaire dans le domaine économique par les échanges commerciaux qui existent depuis des siècles entre les rives du fleuve. C'est aussi une coopération économique plus récente grâce au projet GTA dont tout le monde a parlé aujourd'hui. Et je parlerai de GTA à la fin de mon intervention. C'est aussi un avenir prometteur d'intégration économique réussi entre deux pays frères. Les deux sociétés nationales, à savoir Petrosen et SMH, sont deux véhicules pour garantir ensemble une étroite collaboration pour faire bénéficier à nos deux pays des retombées de l'exploitation de cet immense gisement transfrontalier, à savoir GTA. Pour que tout cela marche dans de bonnes conditions, il faut des atouts. Il faut de l'harmonisation réglementaire. Et cette harmonisation réglementaire a des atouts qu'on peut résumer, qui sont des atouts de facilitation des échanges commerciaux et des investissements. C'est aussi une optimisation des coûts et d'amélioration de la conformité des produits. C'est aussi le renforcement de la sécurité énergétique, puisqu'on parle d'énergie. C'est aussi l'amélioration des normes de sécurité et d'environnement. C'est aussi le partage du savoir-faire et des connaissances. On a beaucoup parlé du local content. Ça, c'est une composante importante du local content. C'est aussi permettre d'éviter, de diminuer et même de freiner le manque de collaboration entre nos deux. L'exemple du GTA dont tout le monde en a parlé est un exemple de réussite, est un exemple de coopération réussie. Donc GTA a été découvert, comme ont dit les intervenants précédents, en 2015 par la société Cosmos. Et puis 20 après, BP, qui est devenu le leader de ces gisements. Et donc maintenant, le consortium est composé en plus des entreprises nationales de BP et de Cosmos. Ces réserves sont estimées à plus de 15 milliards, à 15 TCF, trillions cubiques feet. Et il sera exploité sur au moins 25 ans. C'est un champ qui permettra de renforcer la sécurité énergétique et d'attirer des investissements étrangers et favoriser la coopération entre nos deux pays. Mais pour bien gérer ce projet et harmoniser toute notre réglementation,
un cadre de coopération inter-État a été mis en place pour gérer tous les problèmes qui risquent de se poser durant l'exploitation des gisements, à savoir harmoniser la fiscalité, harmoniser la gestion des risques environnementaux. Et comme mon collègue a parlé tout à l'heure, c'est aussi harmoniser le contenu local. Comme il a dit, la Mauritanie, le Sénégal a sa loi du contenu local. La Mauritanie va en avoir une avant la fin de ce mois. Et donc, je pense qu'il doit avoir bientôt un acte additionnel spécifique au contenu local pour qu'on harmonise tout cela et que les entreprises captent les mêmes valeurs de part ou d'autre du fleuve. Mais ce qui est important, c'est évidemment le contenu local est important, les revenus de l'État c'est important, mais il nous faut que cette nouvelle ressource permettra à nos pays de se développer. Et pour qu'elle se développe, il faut qu'elle s'industrialise. Et pour s'industrialiser, il faut aussi qu'il y ait un autre cadre réglementaire pour mettre en place un nouvel acte additionnel qui gérera l'industrie. Donc, on pourra faire du hub actuellement ou entre la Mauritanie et le Sénégal, un hub pour l'industrialisation de nos pays en utilisant ce gaz pour faire des industries pétrochimiques ou pour faire éventuellement profiter nos pays, à la fois le côté mauritanien de ce gaz pour enrichir nos industries minières et du Sénégal, ou pour faire la même chose pour le phosphate qui est donc disponible au Sénégal. Il y a un point qui me tient à cœur, c'est que l'utilisation du gaz risque d'être très faible dans nos pays. Le fait de tout exporter sous forme de GNL, à mon avis, serait un frein pour l'industrialisation des pays. Il faut que les pays adoptent une politique, une stratégie pour qu'on exporte de plus en plus moins de GNL, puisque en fait c'est envoyer à d'autres la valeur ajoutée. Il faut que cette valeur ajoutée se fasse au maximum sur place. Donc notre politique, je pense que c'est la politique aussi du Sénégal, c'est de minimiser, mais c'est des choses qui prendront énormément de temps, c'est de minimiser la part de GNL à l'export. C'est faire une utilisation locale du gaz pour développer le pays, puisque nos pays ne se développeront jamais sans des transformations, sans l'industrialisation. Le cas de la Mauritanie, par exemple, ça fait depuis les années 60 ou même avant, on exporte du poisson à l'état brut, sans valeur ajoutée. Et donc le secteur de la pêche, et comme il y a 50-60 ans, il n'y a pas eu beaucoup de changements sur le captage de la valeur ajoutée locale. Donc, mais avec l'énergie, tout cela peut changer. Et j'espère que nos pays vont utiliser cette énergie gazière pour industrialiser nos pays. Et il n'y a pas d'autre façon de nous développer. Si on continue à envoyer nos produits à l'état brut, on restera dans l'état où nous sommes actuellement. Et ça serait vraiment quelque chose de malheureux pour les populations et pour l'avenir de nos pays. Mais je pense qu'avec les stratégies qu'a exposées mes collègues du ministère mauritanien et des Sénégalais,
c'est des stratégies qui sont claires. J'espère qu'elles seront mises en œuvre et qu'on aura industrialisé le pays de façon continue et durable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Donc, nous allons conclure avec Monsieur Hassan Ambaïk, donc toujours sur les enjeux et défis de la monétisation du gaz. Donc, on vous donne la parole. Vous pouvez prendre le micro de Abdel Fattah, d'Ismaël. Voilà. Salam alaikum. Salam alaikum. Je voudrais d'abord commencer par remercier le gouvernement sénégalais pour cette louable et inédite initiative. Et en particulier, je tiens personnellement à remercier l'ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, son Excellence Monsieur Mbagne, Monsieur Biram Mbagne. Je vous remercie, je remercie le gouvernement sénégalais, je remercie le peuple sénégalais au nom de la délégation mauritanienne, tout secteur confondu, public, privé, presse, individus, etc., de nous retrouver aujourd'hui dans notre second pays, pour nous tous les Mauritaniens. Et en mon nom personnel, je me trouve doublement dans mon pays, non seulement en tant que Mauritanien, mais moi je suis de mère sénégalaise. Man, ci Kébémer la magi. Et donc, je suis doublement fier d'être ici. Ceci dit, j'essaie de répondre un peu à votre question, Monsieur le Secrétaire Général. Je voudrais commencer par dire, nos distingués intervenants ont de manière extraordinaire posé le décor, planté le décor non seulement du potentiel de coopération bilatérale et d'intégration entre les pays, mais ils ont planté le décor du socle symbolique de cette coopération qui est le projet GTA. Que ce soit en termes de potentiel, contenu local, c'était extraordinaire. Moi, je vais me focaliser sur un point assez particulier du projet GTA. Nous avons parlé de, quand on parle de monétisation, autrement dit, qu'est-ce qu'on peut faire du gaz? Je vais répondre à deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'est-ce qu'on peut faire du gaz de manière générale. Donc, de manière générique, si on a du gaz, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et M. Chemseddine, le directeur général des hydrocarbures, ainsi que M. Papsamba, les deux directeurs généraux des hydrocarbures, ont très bien parlé de ça. Et le Gaz Master Plan, la stratégie du Gaz Master Plan donc de la Mauritanie, j'ai eu l'honneur d'en être le co-auteur, donc que ce soit pour les options de monétisation que M. Chemseddine a présentées, ou que ce soit par rapport au roadmap, donc la feuille de route. La même chose, le roadmap du Gaz Master Plan du Sénégal, ils se rejoignent. Le point essentiel sur lequel je souhaite me focaliser ici, c'est de dire d'abord, et là je m'adresse aussi bien au secteur public, mais plus particulièrement au secteur privé des deux pays, donc à nos investisseurs, à nos entreprises, c'est que quand on parle de monétisation, il va falloir savoir qu'est-ce qu'on va monétiser en termes de volume. Et ça, c'est le point le plus essentiel. Il suffit pas on a du gaz, mais quel volume de gaz nous avons? M. Ismaël Abdel Fattah, son Excellence, c'est le ministre, l'a si bien dit. Le contrat des GTA, dans la phase 1, qui est de 2,3 millions de tonnes de production annuelle, la part des deux pays, d'abord, le volume de ces 2,3 millions de tonnes, si on le convertit en ce qu'on appelle en anglais million standard cubic feet, en millions de standards de pieds standard cubes, c'est 550 millions de pieds cubes standard de gaz. C'est l'équivalent de 2,3 millions de tonnes par jour. Et de ce volume de 550 millions, quelle est la part du gaz domestique pour les deux pays? C'est 70 millions, répartis équitablement entre les deux pays. C'est-à-dire que le Sénégal recevra 35 millions de pieds cubes standards par jour, tout aussi bien que la Mauritanie.
Et ça va revenir à l'autre question, comme vous l'avez ici bien dit. Bon, la question de... Ça, c'est le contrat. Ça a été déjà signé. Après, on verra pour le reste. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce volume de gaz domestique? La question, je la pose aussi bien au nom de la Mauritanie qu'au nom du Sénégal. 35 millions de pieds cubes standards par jour. Je vous dis tout de suite, de manière très succincte, très schématique, si on va aller sur la priorité des deux États qui est de produire de l'énergie propre en gas to power, nous sommes dans une capacité de centrale combined cycle gas turbine, une centrale à cycle combiné, de maximum de 350 MW. Ça s'arrête là. Par pays, oui, 35 millions de pieds cubes standards par jour. Ça veut dire que, je prends le cas de la Mauritanie par exemple, notre gouvernement, nous sommes bien partis sur cette priorité, tout comme le Sénégal. Le Sénégal a pris de l'avance même sur nous avec la centrale Cap des Biches, la centrale Gandon à Saint-Louis, etc. Mais moi, ce que je veux dire par là, sans trop m'y étendre, c'est d'attirer l'attention que quand on parle à nos opinions, à nos gouvernants, quand on va les conseiller, quand notre secteur privé voudrait se préparer au gaz qui va venir, et j'entends très souvent, et c'est bien, oui, la manne gazière, la manne du GTA pour le Sénégal, pour la Mauritanie demain, hein, eh bien, on croit qu'on va se retrouver en 2 ans à ressembler au Qatar ou aux Émirats. Donc, c'est pour être réaliste. Il y a une différence entre la vision et la réalité. La vision, c'est que nous voulons développer nos 2 pays avec notre gaz, et là nous y adhérons tous, mais la réalité, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire avec le gaz qu'on va avoir. Donc, on dit on a le first gaz demain des GTA. Oui, on va avoir le first gaz. Donc, mais dans l'inconscient collectif, oui, c'est-à-dire que le first gaz, voilà, c'est des millions de gaz. Non, on va avoir chacun des pays 35 millions de pieds cubes standards par jour. C'est pour une centrale de 250 MW en cycle combiné. On paye, elle sera approvisionnée avec 25 millions et il nous restera, je parle pour la Mauritanie parce que j'ai développé le gaz master plan, il nous restera 10 millions de pieds cubes standards, effectivement, qu'on pourrait monétiser pour le CNG, le compressed natural gas ou d'autres activités industrielles. Mais nous restons dans de l'infime. Ce qui me fait revenir à un autre aspect de la question GTA, et je suis content d'être ici justement avec tous les représentants officiels de nos 2 États. 2,3 millions de tonnes par an. Mais pour quelle durée? C'est une question. Parce que quand on entend certains de nos gouvernements, nos populations, nos opinions, nos élites, ben on dit GTA 2,3 millions de tonnes par an, et puis on s'était. GTA est parti pour 20 ans. Ça, c'est le plan de développement initial soumis par BP aux 2 gouvernements sénégalais et mauritaniens, et avec un phasage clair. En 2020, BP a soumis un plan de développement en 3 phases. C'est un document officiel qui a été partagé. Moi, excusez-moi, j'ai été vite comme je me sens chez moi, je ne me suis même pas présenté. En 2 mots, je me présenterai à la fin, ne me laissez pas oublier ça. Donc BP a soumis un plan de développement, disons que pour la phase 1, ils produiront 2,5 millions de tonnes par an pour une durée pendant 3-4 ans maximum, pour passer à la phase 2 qui sera de 7,5 millions de tonnes pendant 3-4 ans, et à peu près à l'horizon 2030-2032, le GTA prendra sa vitesse de croisière avec 10 millions de tonnes. 2021, fin 2021, BP revient aux 2 gouvernements avec un second plan de développement dans lequel on retrouve la phase 1 avec 2,3 millions de tonnes. Ben là, il y a 200 000 tonnes escamotées. On retrouve la phase 2 à 5 millions de tonnes, un tiers a disparu, donc 5 millions au lieu de 7,5.
Et là, moi, personnellement, j'ai posé à l'époque la question à BP même pour me confirmer est-ce qu'il n'y a pas erreur dans les chiffres sur la phase 2. Ils nous ont dit non, on part sur 5 millions, on part plus sur 7,5. Et la phase 3, fin 2021, la phase 3 du GTA, qui était prévue pour 10 millions de tonnes, elle a disparu des radars jusqu'à aujourd'hui. Et le timeline global vie du projet, le contrat, il est pour 20 ans, disons, extensible à 30 ans. Ça veut dire quoi? Parce que là, je ne suis pas en train de... J'essaye de sensibiliser toutes les parties prenantes, privées, gouvernement, BP. C'est-à-dire que nous, le secteur privé, si on va investir, on va faire des partenariats, chercher des investissements, monétisation du gaz, etc. Mais qu'est-ce qu'on va monétiser et sur quelle durée? Donc, si on va aller la phase 1, 2,3 millions de tonnes, chacun des pays aura 35 millions de pieds cubes standards par jour, mais pendant combien de temps? Si c'est pour la durée du projet 20 ans, moi je vous dis, excusez-moi, moi je suis du secteur privé, excusez mon franc-parler. Si c'est ça, ben on peut arrêter GTA tout de suite. Pas besoin d'aller pour 20 ans avec 35 millions de pieds cubes standards par jour. Là, on n'a plus besoin de parler de monétisation. D'autant plus que quand on parle de monétisation, ben nous, c'est quoi l'industrialisation dont on parle tous? Pétrochimie, fertilizers, cement industry, et ça ne finit pas. Et ce n'est pas avec 35 millions de pieds cubes standards par jour qu'on va faire ça. Donc, la source gazière est la plus importante. Ça, c'est pour ce qui est du GTA. Étant à moitié sénégalais, je vais parler du Sénégal. Le Sénégal, au moins, il a déjà une chance, une bonne avance sur la Mauritanie pour ce qui est du gaz, et je vous félicite pour ça, avec le démarrage de Sangomar. Et là, je parle bien sûr sous le contrôle de mes amis sénégalais. Le champ Sangomar, il a 60 millions de pieds cubes standards de gaz par jour. 60. C'est presque le double de la part du gaz Sénégal GTA phase 1. Donc le Sénégal, avec Sangomar, GTA, il peut très bien monétiser son gaz, mais la priorité reste, et je le dis en un mot, la priorité reste le développement d'énergie propre, et c'est le gaz to power. Et pour y aller, il faut y aller depuis hier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons, Monsieur Ismaël, pour un petit mot avant que je fasse la clôture. Non. Excusez-moi. Moi, je m'appelle Hassan Amberik. Je dirige un cabinet de conseil stratégique que j'ai fondé depuis 25 ans. Nous opérons dans le mine, oil and gas et hydrogène vert. Donc, nous sommes un cabinet de conseil stratégique basé en Mauritanie. Très bien. Ismaël, pour un petit mot avant la clôture. Oui, donc, moi, je voudrais un peu répondre au pessimisme de notre ami Mbérik, de notre ami Mbérik. Il faut savoir que GTA, c'est vrai qu'actuellement, on a une visibilité sur la phase 1 qui va être développée sous peu. La phase 2 va suivre et la phase 3. Donc, on est toujours dans la même dynamique de développer les 10 millions de tonnes par an de gaz pour GTA. Ça, c'est inéluctable. Et quand on développe la phase 1, qui n'est pas du tout rentable par rapport aux sociétés, donc elles seront obligées d'aller aux phases 2 et 3. Ça, c'est un fait et je pense que c'est quelque chose qui va être fait. Mais n'oubliez pas que les États, chacun par chance, a un gisement de taille mondiale. Les Sénégalais ont Yakar. C'est un champ de gaz qui peut être utilisé pour faire la politique du pays avec la monétisation du gaz. Et il y a des réserves très importantes. La Mauritanie aussi, à Beralla. Donc le problème de gaz ne se pose pas pour nos pays. Et donc les projets d'industrialisation se feront. Peut-être qu'elles prendront un peu de retard, mais elles se feront dans les dizaines d'années prochaines. Je pense qu'avec le vouloir des politiques et les politiques, les stratégies qui sont mises par chaque pays, on aura, Inch'Allah, des industries gazières
de grande importance. Inch'Allah. Et n'oublie pas aussi que les pays ont du profit de gaz, qu'ils peuvent à la limite prendre en nature pour développer, pour augmenter les quantités de gaz domestiques qu'ils ont sur place. Ça, c'est des choses. Ce qui se pose à nos pays actuellement, c'est comment récupérer ces quantités de gaz. Et là, il faut des gazoducs, il faut construire des unités de gaz to power, des centrales à gaz et des unités de valorisation industrielle du gaz. Très bien. Je pense qu'avec la présentation qui a été faite par les directeurs les directeurs d'hydrocarbures, c'est très clair que les pays vont dans ce sens. Et ils ont les moyens. Entre la Mauritanie et le Sénégal, on a largement plus de 100 TCF, ce qui est énorme. 100 TCF dans la zone entre Yakar, GTA et Bir Allah. On peut faire un hub de classe mondiale dans la zone pour monétiser le gaz dans tous les secteurs de l'industrie. On a la chance d'avoir du fer en Mauritanie, du phosphate au Sénégal et sans doute d'autres minerais qui seront découvertes dans l'avenir. Merci. Je vous remercie. Je voudrais remercier tous les panélistes pour les inputs et aussi remercier toutes les personnes qui ont travaillé dans ces projets depuis le début, que du côté mauritanien comme sénégalais. Et aussi remercier vivement les ambassadeurs, l'ambassadeur du Sénégal en Mauritanie particulièrement, et celui en Espagne, pour le travail très important qui est abattu depuis plusieurs années pour renforcer la coopération économique et politique entre les deux pays. Et nous espérons en tout cas, Inch'Allah, que ce projet va se réaliser dans les meilleurs délais pour l'intérêt de nos deux nations. Je remercie tout le monde pour l'attention et la participation active. Et je vous souhaite à tous une bonne continuation.